alaikum. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à vous remercier, les organisateurs ainsi que professeur Ouled Lahsen, de m'avoir invité à cette conférence. Je me suis toujours sentie mghribiya culturellement, mais je dois dire que depuis hier, depuis que la conférence a commencé, j'ai un peu un choc culturel professionnel. Et je veux dire de la façon la plus positive possible. J'ai jamais vu une conférence avec tant d'amitié, de collaboration, de remerciements. Et c'est un honneur d'en faire partie. Donc merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, et merci aussi au ministre Louardi et professeur Filali et professeur Tassi, parce que la session d'avant, vous avez beaucoup parlé d'une grande partie de ma présentation, donc ça va bien sûr faciliter les choses. Oui, donc je suis médecin et ma spécialité en Autriche s'appelle microbiologie clinique et hygiène, et je travaille dans ce petit hôpital à Vienne, et je vais vous parler un petit peu de tout ce que je fais tous les jours. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à propos de ce sujet. Je vais vous parler d'abord un petit peu de l'antibiorésistance, une petite introduction. Et ensuite, je parlerai de antimicrobial stewardship et les potentielles synergies. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu, à la fin de ma présentation, de nos activités dans mon hôpital. Donc l'antibiorésistance, on est tous dans cette salle, bien sûr, sensibilisés au sujet. On en a déjà beaucoup parlé. Et je trouve ça très important que dans les médias, il y a de plus en plus d'articles à propos de ce sujet. Donc on voit des articles là, c'est un article de Nature, un article du Monde et un article de CNN, tous qui parlent de ce problème qu'il faut bien sûr adresser. Comment est-ce que l'antibiorésistance est développée en général? Donc on a parlé beaucoup de choses. Oui, professeur Heikel a parlé un petit peu du One Health concept, de tout ce qui contribue aussi à l'antirésistance de l'environnement. Donc l'élevage animal, tous les problèmes qui sont liés à ça, par exemple les entérocoques qui sont résistants à la vancomycine, c'est un produit de la médecine vétérinaire. Mais l'élevage animal, tout ça concerne bien sûr la médecine vétérinaire, on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais l'hygiène joue un rôle important, bien sûr. Si j'ai un contrôle efficace des pathogènes multirésistants dans l'hôpital, eh bien, évidemment, je vais avoir moins de développement d'antibiorésistance dans ce setting. Les antibiotiques sont bien sûr un facteur extrêmement important. Donc, pour les personnes qui prescrivent des antibiotiques, évidemment, si je traite une infection virale avec des antibiotiques, c'est problématique. Si je donne des agents qui ne vont pas atteindre le lieu d'infection, c'est aussi un problème. Si je ne dose pas correctement, et si je donne des antibiotiques qui n'ont pas de bonne biodisponibilité, eh ben, tout ça, ça contribue directement et indirectement à l'antibiorésistance. Et le facteur patient, il ne faut pas l'oublier. Il faut vraiment sensibiliser et éduquer les patients. Ça vaut la peine de leur parler, de leur expliquer, par exemple, pourquoi on ne leur a pas donné des antibiotiques. Vous avez parlé des patients justement qui donnent à la famille, qui donnent les antibiotiques à leurs voisins. C'est très important de leur expliquer que des antibiotiques, c'est quelque chose qui doit être prescrit par un médecin. Et si ils n'ont pas reçu d'antibiotiques, c'est pour une raison. Et en Autriche, si on n'éduque pas les patients, on sait qu'ils vont aller d'un médecin à l'autre et jusqu'à ce qu'ils reçoivent les antibiotiques. Donc ça vaut la peine de leur parler quelques minutes de plus et leur expliquer pourquoi ils ne doivent pas recevoir les antibiotiques. Et l'allergie à la pénicilline, c'est un sujet dont le professeur Stahl a parlé hier. Et tout ce que je voudrais rajouter au sujet, donc on sait que quand on a des allergies à la pénicilline, seulement dans 0,7% des cas, on est allergique à la céphazoline aussi. Mais ce qui est important, ce que je voudrais aussi rajouter, c'est que la plupart des personnes qui pensent être allergiques à la pénicilline ne le sont pas. Et la plupart des allergies à la pénicilline, si c'est des allergies d'exanthème, enfin si c'est une réaction cutanée, merci, et s'il y a suffisamment de temps qui est passé, on peut réexposer les patients à la pénicilline sans leur causer de problème. Donc je ne sais pas si on a le temps pour voir cette vidéo. Est-ce que vous connaissez cette vidéo de l'étude de Harvard? So what we ended up building was basically a petri dish, except that it's 2 feet by 4 feet. And the way we set it up is that there are 9 bands, and at the base of each of these bands, we put a normal petri dish. Je suis désolée, ça c'est de ma faute, j'aurais dû dire que c'était sans son. So what we ended up building was basically a petri dish, except that it's 2 feet by 4 feet. And the way we set it up
is that there are 9 bands, and at the base of each of these bands, we put a normal petri dish thick agar with different amounts of antibiotic. Tous conscients de tout ce qui cause l'antibiorésistance. Donc ça, c'est pas une vidéo pour vous. Je vous montre cette vidéo parce que j'utilise cette vidéo dans les trainings pour les étudiants de médecine, pour les jeunes médecins, pour leur montrer ce que ça veut dire de développer une résistance. Et bien sûr, ça, c'est un modèle in vitro. Donc c'est un milieu de culture qui a été teint pour qu'on puisse voir les Escherichia coli qui poussent. Et sur les côtés, on n'a donc pas de concentration d'antibiotiques. Et ensuite, la prochaine catégorie, c'est la concentration minimale inhibitoire. Et il s'agit de ciprofloxacine. Et ensuite, c'est 10 fois la concentration, donc 10 fois la CMI, ensuite 100 fois la CMI, et ensuite 1000 fois la CMI. Et donc ici, on voit d'abord donc, les bactéries qui poussent sans présence d'antibiotiques, et ensuite dans la CMI. Et ensuite, c'est juste une question de temps pour que les premières colonies, 10 fois la CMI, poussent. Et on peut accélérer la vidéo, on peut passer juste pour que j'ai un peu de temps, pardon. Et donc, c'est après 14 jours, les colonies poussent même dans 1000 fois la CMI. Donc, c'est juste pour voir, donc bien sûr, c'est in vitro, mais c'est juste pour avoir un petit peu une idée de quand il y a une pression de sélection, ce qu'il peut avoir. Et ça, c'est quelque chose qui a un impact dans l'éducation. Lorsque je montre ça à mes élèves de médecine, mes étudiants de médecine, pardon, je sais que ça leur reste dans la tête, cette idée. Donc, je pense que c'est important d'utiliser ce genre de choses pour éduquer les gens. La présentation, elle est... Je m'excuse. Oui. Donc, on peut passer au prochain slide, s'il vous plaît. Ah, c'est moi, je suis bête. Oui, non, mais j'ai oublié, pardon. Voilà. Et donc, juste pour illustrer le problème. Donc, depuis la découverte de la pénicilline, il y a eu l'âge d'or des antibiotiques. On a découvert beaucoup de substances différentes. Et ensuite, vers la fin des années 80 jusqu'aux années 2000, on n'a plus vraiment développé beaucoup de substances antibiotiques. Et on voit en parallèle, les bactéries, c'était juste une question de temps toujours pour qu'elles développent des résistances aussi contre ces substances. Donc, les antibiotiques ne vont pas être la réponse au problème d'antibiorésistance. En tout cas, pas la seule solution. Il y a une étude qui vient de sortir il y a quelques semaines, et je pense que c'est l'étude la plus complète qui donne une idée sur la mortalité associée à l'antibiorésistance. Et ils ont estimé qu'en l'an 2021, 4,7 millions de personnes sont mortes à cause des conséquences d'antibiorésistance. Et on pense que jusqu'en l'an 2050, à peu près 40 millions de personnes vont mourir dû à l'antibiorésistance. Et on voit le problème surtout dans les populations plus âgées, donc les populations partout dans le monde vieillissent, et dû à l'immunosénescence, le risque pour les populations plus vieilles. Donc on voit ici que, donc, en bleu, les personnes âgées au-dessus de 70 ans, eh ben, l'effet, le nombre de personnes qui vont mourir à cause de l'antibiorésistance est beaucoup plus élevé et va augmenter chaque année. Donc juste pour donner un petit peu une idée de la situation en Europe, donc Escherichia coli, les souches d'hémoculture résistantes aux céphalosporines de 3e résistance. On voit que c'est un problème d'Europe de l'Est et d'Europe du Sud surtout. En Europe de l'Est, ils ont au-dessus de 50% de résistance. Quand on regarde Klebsiella pneumoniae, c'est encore un peu plus grave. Donc, dans le sud de l'Europe, partout, ils ont presque au-dessus de 50% de souches résistantes. Le pays au centre de l'Europe qui est en jaune clair avec une résistance entre 5 et 10%, donc on a à peu près une résistance de 8%, c'est l'Autriche, à côté de la Suisse, et on dit toujours que c'est l'île de... Enfin, je ne peux pas traduire ça en allemand, c'est Insel der Geseligten, je ne peux pas dire ça en français, mais c'est l'île... On ne comprend pas trop pourquoi en Autriche, on est entouré de pays qui ont des pathogènes multirésistants et apparemment ils s'arrêtent à la frontière et ne continuent pas. Donc ça doit être dû au système de santé qui est très bon et on a une hygiène hospitalière qui est excellente en Autriche. J'ai regardé un petit peu les données marocaines pour comparer
Et j'ai trouvé une étude de 2018 de Suha Kanj qui donne, donc apparemment en dessous de, mais c'est Escherichia coli et Klebsiella pneumoniae dans cette étude, et il y a en dessous de 10% de résistance au Maroc. Et en Égypte, par exemple, on est déjà au-dessus de 50%. Donc si on s'intéresse maintenant au gram positif, le staphylocoque doré MRSA, c'est pareil, c'est un problème en Europe de l'Est, en Europe du Sud, en Europe centrale et en Europe du Nord. On n'a pas vraiment de problème de MRSA. Au Maroc, on a 10 à 30%, donc s'il vous plaît, corrigez-moi si les données ne sont pas correctes. Et en Égypte, au-dessus de 50%. Donc je vous ai parlé un petit peu du problème. Maintenant, je vais vous parler des domaines qui adressent des potentielles solutions à ce problème. Donc, qu'est-ce que c'est Antimicrobial Stewardship? Donc, je suis vraiment désolée, il n'y a tout simplement pas de bons termes en français. Il n'y en a pas en allemand d'ailleurs non plus. Mais Antimicrobial Stewardship, c'est tout simplement l'ensemble des interventions, des mesures qu'on utilise pour rationaliser l'utilisation des anti-infectieux à l'hôpital et dans les cabinets médicaux. IPC, ça veut dire Infection Prevention Control, pour ceux qui ne savent pas, et c'est donc l'hygiène hospitalière. Et ici, je voudrais juste montrer les potentielles synergies entre ces deux domaines. Donc, si j'ai une hygiène hospitalière correcte et que j'empêche la propagation de pathogènes multirésistants, évidemment, j'ai moins d'infections, j'ai moins de traitements d'antibiotiques, j'ai moins de pression de sélection, et du coup, j'ai moins de pathogènes multirésistants. Donc, il faut en profiter de cette synergie. D'ailleurs, ces deux domaines, ils ont les mêmes objectifs. Donc, les objectifs les plus importants au centre de ces deux domaines, donc l'hygiène hospitalière et antimicrobial stewardship, c'est de réduire les résistances, enfin l'antibiorésistance, d'augmenter la sécurité des patients, de réduire les taux d'infection nosocomiale, les colonisations nosocomiales. Et aussi, enfin, ce qui est très, très, très important pour les deux domaines, c'est la surveillance. Parce que c'est important qu'on puisse se comparer à d'autres institutions, à d'autres hôpitaux, ou tout simplement de se comparer chaque année et de voir un peu le trend. C'est très, très important d'avoir un feedback. Et c'est pour ça que dans le domaine de l'hygiène hospitalière, on fait une surveillance des infections. Et dans le domaine antimicrobial stewardship, on surveille la consommation des anti-infectieux. Donc, je suis microbiologiste, donc il faut bien sûr que je vous parle de diagnostic stewardship. Donc, pareil, je suis désolée, il n'y a pas de terme en français. Mais il y a vraiment beaucoup de moyens pour le microbiologue dans le laboratoire d'optimiser la situation et d'influencer la situation à l'extérieur du laboratoire. Donc, si on améliore la préanalytique et que les prélèvements des échantillons sont de meilleure qualité, il y aura moins de contamination, il y aura moins de patients qui reçoivent des traitements inutiles. Et rien qu'en faisant ça, j'influence ce qui se passe à l'extérieur. En m'intéressant à l'analytique, en développant des tests rapides et en donnant des résultats plus rapides aux cliniciens, je peux aussi entraîner, enfin, ça mène à ce que les médecins puissent donner le bon traitement plus rapidement, ou bien peut-être même arrêter le traitement dont ils n'ont peut-être pas besoin. Si on s'intéresse à la post-analytique, en ce qui concerne les rapports et la communication des résultats et l'interprétation des résultats vers l'extérieur, là aussi on peut beaucoup influencer. Si on remarque qu'il y a un problème avec une substance à l'hôpital, qu'on utilise trop de méropénème par exemple, eh ben, il y a moyen, en faisant du selective reporting, donc en changeant les antibiogrammes, ou bien en montrant des antibiogrammes cumulatifs aux médecins pour prendre leurs décisions avant de commencer un traitement, on peut vraiment beaucoup influencer la culture de prescription dans un hôpital. Donc, je voudrais juste souligner de nouveau que les microbiologistes et les infectiologues, on est dans la situation, enfin, on est responsable pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies infectieuses. Et en travaillant ensemble, en travaillant avec les cliniciens, on peut vraiment en tirer le mieux pour les patients et bien sûr en ce qui concerne l'antibiorésistance. Donc de quoi est-ce que ça a l'air une équipe d'antimicrobial stewardship? Je ne suis pas 100% satisfaite avec cette image. Il manque
Il manque une personne importante ici, c'est l'hygiène hospitalière. Mais je n'ai pas trouvé de graphique qui montre toutes les personnes importantes. Mais les personnes les plus importantes sont l'infectiologue, le pharmacien qui est spécialisé dans les anti-infectieuses, une personne extrêmement importante, le microbiologiste, l'hygiène hospitalière. Il faut évidemment toujours avoir l'administration de l'hôpital qui vous soutienne, parce que sans administration, sans soutien de l'administration, c'est pas la peine de faire tout ça. Dans mon hôpital, dans mon setting, j'ai le privilège et la malchance d'être l'infectiologue, la microbiologiste et la spécialiste en hygiène hospitalière, parce que je travaille dans un minuscule hôpital qui n'a jamais eu d'infectiologue et je suis la première microbiologiste dans l'histoire de cet hôpital. Mais j'espère que ce n'est pas le cas pour vous, donc c'est très important de travailler ensemble, de communiquer et de profiter de ces collaborations pour se soutenir et combattre l'antibiorésistance ensemble. En Autriche, on a plusieurs documents qui nous conseillent ce qu'il faut faire. Donc on a le plan d'action pour la lutte contre l'antibiorésistance qui a été écrit par le ministère de la Santé. Et on a la directive au milieu pour tous les pays germanophones, donc pour la Suisse, l'Autriche et l'Allemagne. Et dans ces documents, on trouve toutes les informations, donc tous les indicateurs de qualité, toutes les interventions, toutes les mesures pour pouvoir commencer et évaluer un programme de antimicrobial stewardship dans un hôpital. Pour les pays à ressources limitées, l'OMS a produit un excellent document, je suppose que vous le connaissez, mais je me suis dit que je vais quand même le montrer, un excellent document où il y a toutes ces informations de sorte à ce qu'on puisse les appliquer dans n'importe quel pays dans le monde. Donc je vous ai parlé un petit peu de la théorie, maintenant je vous parle un petit peu de la pratique. Donc ça c'est juste une liste de toutes les recommandations qu'il y a des documents. Je pense que je n'ai pas le temps de parler de ça. Bien ? 5 minutes, ok, donc je me dépêche. Donc je suis désolée, je ne vais pas parler de toutes les interventions, toutes les mesures qu'on a faites, mais je vais juste vous parler de quelques interventions importantes. Donc une des mesures la première chose qu'on a faite lorsqu'on a, donc ma pharmacienne qui m'aide beaucoup et moi, la première chose qu'on a fait lorsqu'on a repris le team de antimicrobial stewardship dans mon hôpital, c'était de refaire la liste interne des antibiotiques. Donc on a toujours eu une liste interne des antibiotiques, mais on a repris le thème du AWARE de l'Organisation mondiale de la santé. Donc les antibiotiques verts sont les antibiotiques que tout le monde peut prescrire. Donc on n'a pas pris les mêmes substances que l'OMS, parce que chez nous, bien sûr, on a une autre résistance locale et tout ça, donc on a adapté ça à notre setting. Les antibiotiques jaunes sont les antibiotiques il faut se poser quelques questions avant de les prescrire à cause de résistance, à cause d'effets secondaires. Et les antibiotiques rouges sont les antibiotiques qui doivent être préautorisés avant d'être utilisés. On a aussi écrit les durées d'administration pour faciliter la tâche aux infirmiers et infirmières qui donnent les antibiotiques et pour que ça puisse être administré correctement. Et on a rajouté des commentaires pour les substances importantes. S'il y a des doses particulières pour l'endocardite, méningite, etc., on a rajouté les commentaires. Donc, juste pour que tout soit transparent et pour que les cliniciens puissent aussi comprendre comment on a classifié les antibiotiques, on a écrit un petit numéro à côté des substances pour expliquer pourquoi on a classifié les antibiotiques de cette façon. Donc, c'est malheureusement en allemand, mais il s'agit de... Par exemple, c'est des antibiotiques de réserve pour MRSA ou c'est des antibiotiques qui peuvent causer des résistances ou bien des antibiotiques qui ne doivent pas être prescrits en tant que first line. Ce qu'on a rajouté aussi, c'est donc on a mis les doses standards, mais on a mis les doses increased exposure, donc selon l'antibiogramme. Si on a un I, par exemple, le cas classique de Pseudomonas, s'il y a un I dans l'antibiogramme, eh ben, les cliniciens ils peuvent juste regarder la catégorie
increased exposure, et s'il y a de l'évidence comme quoi une dose plus élevée mène à un succès clinique, eh ben, la dose elle est inscrite dans ce tableau, et donc on peut tout de suite donner la bonne dose. Donc quelles autres interventions est-ce qu'on a faites? On a mis en place des visites hebdomadaires dans les services de traumatologie et d'hématologie. On a mis en place un service de consultation. On a optimisé l'antibioprophylaxe chirurgicale dans tous les départements de chirurgie. Et c'est quelque chose qu'on contrôle chaque année. On va dans les salles d'opération et on fait une journée où on prélève tous les patients et on regarde si c'est fait correctement. On a investi énormément de temps dans les formations, surtout les étudiants de médecine, parce que, comme vous avez dit, professeur Stahl, ça prend 10 ans jusqu'à ce que... nous, on commence très jeune aussi, donc on investit beaucoup de temps avec les jeunes médecins, les étudiants de médecine et les spécialistes, et aussi les infirmiers et les infirmières, qui sont très, très, très contents d'être éduqués. On optimise aussi, bien sûr, donc ça c'est mon domaine, dans le laboratoire, j'essaie toujours d'optimiser le diagnostic et la préanalytique. Et ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est de faire des directives pour le traitement des maladies infectieuses, des directives locales pour chaque département. Je voulais vous parler très, très, très rapidement du certificat de la European Society of Clinical Microbiology and Infectious Disease, de Antimicrobial Stewardship. C'est un certificat que moi et ma pharmacienne, nous avons complété ensemble. Ça a pris 2 ans. Il y a 10 cours obligatoires, dont 6 modules d'approfondissement et 3 modules optionnels. Il y a aussi un travail qu'il faut faire. Donc, il faut faire un projet dans son propre setting, qui est encadré par un spécialiste, et c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller. J'ai rencontré des personnes extraordinaires et j'ai appris beaucoup de choses que j'utilise tous les jours dans mon travail. Et donc, ça a l'air de ça un peu. On a la possibilité de voyager un petit peu partout, et je sais que le directeur, Jeroen Schouten, il serait ravi d'accueillir des participants du Maroc. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. Donc, comme dit, ce qui est vraiment important, c'est, je pense, de retenir que le travail interdisciplinaire, donc si le laboratoire communique avec les cliniciens, avec les infectiologues, avec les spécialistes d'hygiène hospitalière, si tout le monde travaille ensemble, avec le soutien de l'hôpital, de l'administration de l'hôpital, je pense vraiment qu'on peut tirer le mieux pour les patients et pour la lutte de l'antibiorésistance. Je voudrais remercier mon équipe parce que, comme dit, je suis une personne qui fait le travail de 3 dans la plupart des hôpitaux. Et sans toutes ces personnes qui m'aident dans tous les domaines, je ne serais pas capable de faire mon travail. Donc je tiens vraiment à les remercier. Et je tiens à vous remercier pour votre attention. Merci infiniment.